Pierre, racontez-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis professeur à HEC Montréal depuis les années 2000. Donc je vis dans cette ville qui est une ville très créative. Je viens du milieu qui est surtout du milieu publicitaire, donc j'ai enseigné la communication marketing. Depuis, je me suis plutôt tourné vers la marque, la gestion des startups, l'éclosion de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux écosystèmes innovants. Pierre Ballefet, racontez-nous le cours que vous voulez nous décrire et notamment quel est l'intérêt qu'il porte. C'est un cours qui s'appelle Pensée créative. C'est un cours qui se situe en fin du programme de premier cycle à HEC Montréal. Et je l'enseigne avec un anthropologue qui s'appelle Jean-Sébastien Marcoux, qui travaille également à HEC Montréal. On n'a pas voulu l'appeler digital, on n'a pas voulu l'appeler innovation. On a véritablement voulu en faire un cours qui va au cœur de l'exercice créatif lui-même. Dans lequel s'insère le digital. Dans lequel s'insère le digital, mais on voit souvent le digital comme quelque chose à l'horizontale. C'est sans doute un effet des écrans qu'on a autour de nous, puis on utilise des métaphores pour comprendre les choses. C'est vrai en enseignement, c'est vrai dans tout ce qu'on fait, et également en gestion. Donc, on dit que l'on est sur Internet, on surfe sur Internet, ça désigne bien la surface d'une vague. Pour nous, en ce moment, on est en train de basculer dans une autre réalité. On plonge, on travaille de plus en plus en profondeur. On n'est pas sur du digital, sur du numérique, on est dans du digital, dans du numérique. Et ça mobilise toute l'expérience qu'on peut proposer, notamment à nos clients, à nos consommateurs en marketing. Quelle est l'importance de la pensée créative? Quel est l'intérêt pour les étudiants de travailler, d'écouter, d'approfondir la compréhension de ce que c'est la créativité? C'est quelque chose d'essentiel. Comme professeur, je ne veux plus être la personne qui convoque ses étudiants pour venir l'entendre 3 heures par semaine. C'est déraisonnable. Et honnêtement, ils n'ont pas du tout besoin de moi pour accéder à cette connaissance-là. Donc mon enseignement, pour moi, c'est un exercice. Et je dirais que c'est un exercice physique. On commence souvent par un changement de position. On leur demande d'occuper une position qu'ils n'ont jamais occupée et de regarder le monde à travers cette position-là, d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Quel est le ou les messages clés que vous voulez que les étudiants retiennent de votre cours? Je pense que le premier message clé, c'est réaliser que l'on vit dans un monde, je dis souvent, le monde ne change pas, il a changé, profondément. On a vécu encore une fois une bascule qui est une bascule majeure. On vit par exemple dans un monde qui se répète de moins en moins. Si le monde se répète de moins en moins, ça veut dire que ce que l'on a appris hier n'est pas forcément une garantie de succès pour aujourd'hui et encore moins pour demain. Et ça, c'est très associé à leur capacité à prendre un risque. Parce qu'être créatif, c'est aussi la capacité de prendre un risque. On parle beaucoup de risques dans les écoles de gestion. En général, quand on parle de risque, c'est qu'on veut le gérer. Le gérer, ça veut dire le réduire. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où le pire des risques, c'est de ne pas en prendre? Et j'aime beaucoup cette phrase de Goethe qui dit « c'est le risque qui sauve ». Aujourd'hui, bien souvent en marketing, sur les marques, le risque, ça ne se gère pas, ça se prend. Alors, comment est-ce que vous définissez la place de la créativité dans le métier du marketing? Je pense que le métier du marketing est un métier très, très curieux. Je pense que la recherche constante de la différence est au cœur de l'exercice marketing. La créativité est nécessaire dans tous les domaines. Mais si j'avais devant moi des gens que j'essayais de former à la chirurgie cardiaque, je leur expliquerais une procédure d'opération et je leur demanderais d'appliquer très correctement cette procédure d'opération qui donne 99 et quelques pourcentages de chances de succès. S'ils ont un besoin d'être créatifs, ils vont l'être dans un cadre qui va être un cadre très balisé. Je n'ai pas devant moi des chirurgiens cardiaques. L'exercice de marketing est un exercice de différenciation. Donc faire la même chose que son concurrent, c'est un problème en soi. Et si on est 10 ensemble à faire la bonne chose, cette chose n'est plus une bonne chose. Vous avez parlé de gérer le risque. Comment est-ce qu'on devrait limiter les risques? Quels sont les cadres autour desquels on peut exercer un maximum de créativité? La seule façon de bien répondre à cette question, c'est de ne pas considérer le risque ou même le succès comme des éléments fixes, comme des coups près, j'ai réussi ou j'ai échoué.
Aujourd'hui, dans une organisation, on est constamment dans une zone qui est une zone d'échec-réussite. Donc, pour moi, je vois l'échec comme une forme de processus, un mouvement. Et là, l'important, lorsque l'on voit l'échec poindre, c'est de réagir très rapidement. Alors, on dit souvent en anglais « fail fast ». L'important, c'est de réagir très rapidement. Mais ce que je dis est aussi vrai quand on réussit. Le moment où l'on réussit quelque chose dans une organisation est aussi un moment très dangereux. On peut facilement se reposer sur ses lauriers et passer d'une pensée créative qui est simplement reproductive. Ce succès peut nous conduire à des échecs qui sont des échecs cuisants. Rien n'est donc acquis dans ce domaine-là. Surtout puisque tout a changé. Tout à fait. On vit non seulement dans une économie, mais dans une société qui elle-même a fondamentalement changé. Notre défi, les défis de compétitivité que connaissent toutes nos économies, y compris les économies émergentes d'ailleurs, sont bien entendu des défis de productivité, mais le but, c'est pas de faire toujours plus ce que l'on a déjà fait, même avec moins de ressources. C'est de réussir à proposer des choses différentes. Quand vous parlez, Pierre, j'ai l'impression d'entendre aussi des caractéristiques d'une société agile. Créativité égale agilité? C'est certain qu'on est dans un monde que l'on ne construit plus. En marketing, on a souvent été dans un contexte où on a bâti nos marchés. Ces consommateurs qui nous donnent beaucoup de fil à retordre, il ne faut pas oublier que c'est nous qui les avons fabriqués. On produisait notre réalité, et puis nos modèles classiques de marketing sont des modèles qui nous permettaient non seulement de comprendre, mais surtout d'agir sur les marchés. Aujourd'hui, quand on regarde les modèles de marketing que l'on tente d'enseigner ou qui sont élaborés, on a l'impression que l'on a des auteurs qui courent après une réalité qui va beaucoup plus vite et que l'on essaye de capter. Et bien entendu, ça change fondamentalement notre rôle. Ça change mon rôle d'enseignant, mais ça change également le rôle d'un gestionnaire dans une organisation. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre avoir la bonne réponse. L'essentiel, c'est sans doute d'être en mesure de poser la bonne question. Dans ce sens-là, le fait pour moi de travailler avec un anthropologue, ça m'oblige à considérer les expériences des consommateurs en posant les questions constantes du pourquoi. En quoi l'anthropologue est pertinente dans ce cours sur la créativité et le marketing? La créativité, au départ, est une forme de discipline et elle naît souvent d'une forme de décentrement, de changement de position. Et les anthropologues ont toujours eu cette fibre assez intéressante. Donc, pour moi, la réalité du marché, la réalité de nos sociétés est une source constante pour un esprit curieux d'idées nouvelles. Quelqu'un qui analyse son marché aujourd'hui, qu'il soit digital ou qu'il soit numérique, qu'il soit virtuel ou qu'il soit non virtuel, je pense qu'il faut dépasser ce type de dichotomie. Quelqu'un qui analyse son environnement et qui n'est pas surpris, il a sans doute mal fait son travail quelque part. Et il y a un travail à reprendre. Parce qu'on vit dans un monde, encore une fois, qui ne se répète pas et qui est très surprenant. Sur la participation et le rôle de l'anthropologue, est-ce que c'est autant ou plus tourné vers la partie user interface, la partie consommateur, la partie humain des clients, ou est-ce que c'est plus tourné sur la manière de créer dans les groupes, dans un process de travail? C'est les deux, l'un ou l'autre? En fait, c'est les deux. Parmi cette grande bascule qu'on est en train de vivre, le marketing est en train de basculer également. Pendant longtemps, les marques sur lesquelles on travaillait, par exemple, étaient des masques, au fond. C'était des masques que l'on apposait sur nos produits, sur nos services. Et un masque, ça a deux fonctions. Ça donne une apparence et ça dissimule. La caractéristique de notre monde, c'est d'être transparent. Toujours plus transparent. Pour le pire et pour le meilleur, d'ailleurs. Mais la transparence est là. Et un masque transparent, évidemment, il se dissout. Là. Ça n'a plus de sens. Donc ça veut dire que pour une organisation, aujourd'hui, toutes ces actions finissent par produire sa marque. Non seulement ses actions marketing, ses actions publicitaires, promotionnelles classiques, mais la façon dont elle gère ses ressources humaines, les locaux dans lesquels elle choisit de s'installer, sa relation avec ses actionnaires, ses chaînes d'approvisionnement, les fournisseurs qu'elle sélectionne, tout finit par créer cette marque. Donc la marque est en train d'échapper à la sphère d'influence du marketing. Et dans ce monde transparent, une de ses caractéristiques, c'est que la frontière entre l'organisation, le consommateur
entre les clients, entre les fournisseurs, est une frontière qui devient de plus en plus poreuse. Si je vous écoute, Pierre, j'ai envie de dire que la créativité dans le marketing ne concerne pas que le marketing. C'est certain. La créativité bien comprise, ce n'est pas toujours dans les agences de publicité qu'on la retrouve de façon la plus vive. La créativité de marketing, c'est aussi la créativité d'une compréhension intime, d'une vraie intelligence de l'expérience du consommateur. C'est aussi une créativité en termes de produits, c'est aussi une créativité en termes de développement, y compris en termes de développement numérique. En parlant de la créativité, Pierre, vous enseignez un cours avec des étudiants, mais dans le cadre d'une entreprise, comment favoriser la créativité en entreprise dans un environnement où l'économie va moins bien, un environnement difficile? C'est dans un environnement difficile qu'on a besoin de créativité. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a un élément dont les auteurs en management s'intéressent de plus en plus et qui est très associé à la créativité, c'est celui du courage. Le courage d'une organisation, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et quand on regarde les grandes marques autour de nous, ce sont souvent des marques qui, à un moment donné de leur histoire, ont su faire preuve, ont su faire montre de courage. Donc pour moi, dans un contexte difficile, on a besoin de plus que jamais de la créativité. En même temps, dans un contexte difficile, la première réaction est souvent une réaction de repli. C'est une réaction défensive qui est peu propice à la créativité. La créativité, c'est créer des solutions nouvelles. C'est gérer des processus également. C'est installer une discipline. C'est récompenser certains comportements. Donc évidemment, la culture d'une entreprise est très concernée par ces enjeux qui sont des enjeux de créativité. Parce que là, vous parlez, Pierre, de se replier, et ça m'amène par la peur de contrôler, d'être dans un autre environnement de fermeture, tandis que là, on est en train de faire l'ouverture et d'oser, d'avoir le courage de le faire. Et donc, c'est souvent contre nature. C'est contre nature, et quand j'interviens dans des organisations, quand je vais prononcer une différence, j'ai souvent cette question-là en tête. Pourquoi est-ce que les gens sont en face de moi? Et je sais que la plupart de ces gens ont été convoqués à cette conférence. Et ce que je me demande intérieurement, c'est est-ce qu'on est en train de les sommer d'être créatifs? La créativité est aussi un discours. Et ça, je pense que c'est un risque qui est un risque important. Une organisation, elle a besoin des deux choses. Elle a besoin de créativité, elle a besoin de curiosité, elle a besoin de renouvellement constant. Mais une organisation a besoin également d'une certaine constance. Donc, je ne suis pas en train de faire un éloge de l'inertie, mais une certaine inertie dans une organisation est essentielle. Quelquefois, on pense avoir échoué. Peut-être qu'on n'a juste pas été assez loin. Comment est-ce que les outils ont évolué et qui aident ou favorisent la créativité, dans la mesure où, aujourd'hui, il y a beaucoup de choix digitaux qui peuvent être mis à la disposition? Je pense que quand on regarde autour de nous l'influence de la pensée des designers dans notre environnement en termes de réflexion pour concevoir une expérience différente pour des clients, pour des consommateurs, est quelque chose qui est très remarquable. Et je pense que l'enjeu est moins un enjeu de technique, parce que ces techniques existent, elles existent depuis trop longtemps. Ce n'est pas un enjeu de tactique, c'est même pas toujours un enjeu stratégique. La difficulté, bien souvent, c'est que c'est un autre métier qu'il faut apprendre. Et pour apprendre cet autre métier, il faut se donner une nouvelle tête. Et ça, évidemment, c'est un défi qui est un défi très, très important. Et c'est un défi où il y a des solutions ou des aides par le réseau, par l'Internet. Il y a des aides, mais il n'y a pas de recettes. Et ça, c'est très important dans le domaine des marques. Okay? Quand on travaille en marketing, quand on travaille sur les marques, ce qui compte, c'est jamais la recette pour nos consommateurs. Ce qui compte, c'est le plat que l'on sert. Les gens ne mangent pas les recettes. C'est vrai également pour les gestionnaires qui ont à concevoir ces expériences, souvent en collaboration aujourd'hui avec les consommateurs. Donc c'est vrai qu'on vit dans une économie très connectée. Il y a une distribution du pouvoir qui s'ensuit qui est très très différente. Ces outils nous donnent énormément de moyens pour alimenter notre pensée, mais on se rend compte également qu'il est des fois important de s'éloigner de ces outils pour retrouver une certaine forme de pensée. Et c'est toujours le cas dans tous les moyens de communication. Hein.
la communication, comme la langue, c'est à la fois le meilleur et le pire des plats. Michel Serres nous l'a appris depuis longtemps. Quand on parle de la créativité, j'avais une envie de penser au sens de ce qu'on fait. Combien est-il important pour les participants d'avoir une relation, un sentiment d'appartenance ou de sens à leur travail? Je crois que c'est tout à fait fondamental, parce que quand on parle de créativité, on parle de quelque chose de plus. Il y a une certaine forme d'aspiration dans ce mot créativité tel qu'on l'utilise aujourd'hui dans une organisation. Je veux dire, on peut être créatif dans le mal. Les criminels sont des gens très créatifs. On peut être créatif dans des solutions génocidaires. Ce n'est pas de cela dont on parle quand on parle de créativité. Il y a une aspiration qui est une aspiration vers le meilleur. Donc la question du sens est une question qui est pour moi centrale dans ce que l'on appelle aujourd'hui créativité. Dans des entreprises, la création de marques, on parle souvent d'avoir besoin de plus de partenaires pour avoir plus de créativité, pour arriver à des solutions plus amples, plus alignées avec le besoin final. Est-ce que vous avez des astuces ou des consignes pour favoriser la collaboration avec des sphères qui sont souvent très différentes? Je pense que je ne sais pas si j'ai des astuces, mais on sait que ce qui importe, c'est la diversité de cette collaboration. Ce qui importe également, c'est l'établissement d'objectifs qui soient clairs et que le sens du projet soit apparent pour tous les acteurs qui vont y contribuer. Donc, si je suis le responsable d'une banque et que j'invite un metteur en scène de théâtre à travailler avec moi sur une question comme comment est-ce qu'un client rentre dans une banque? Comment est-ce qu'on pourrait retravailler son expérience d'entrée dans une institution bancaire pour promouvoir certains produits ou améliorer son accueil? Je vais avoir vraiment besoin d'avoir des cerveaux autour de la table qui sont pleinement présents, qui savent pourquoi ils sont là. Et bien entendu, la créativité est à la fois une question de quantité d'idées générées, quantité de solutions proposées. C'est aussi une question de qualité. Encore une fois, derrière le terme créativité, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en cause, y compris celui, par exemple, de l'authenticité d'une institution. Alors, Pierre, parle-nous de ton expérience de NetExplo, ce que tu en retiens pour toi, peut-être pour tes étudiants, et ce que tu en as retenu de cette expérience depuis 2 jours ici? Moi, l'expérience NetExplo, je l'ai vécue au fond dès que j'ai commencé à travailler avec mes étudiants sur la captation. Ça nous a donné un matériel de cours qui est un matériel assez exceptionnel. Ça nous a permis au fond de partir dans une sorte de raid pour aller identifier ces innovations dans le monde entier. Mais mes étudiants se sont vraiment pris au jeu. Ils ont appris beaucoup à travers ces exercices-là. Moi, j'ai appris beaucoup. Et en général, quand les étudiants et le professeur sont d'apprendre quelque chose ensemble, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Ça m'a fait grand plaisir d'être ici présent également pour rencontrer les gens qui étaient porteurs de ces projets-là. Moi, ce sont beaucoup ces gens-là qui m'ont touché dans les quelques journées que j'ai passées ici. Pierre, pour ton cours, où tu parles avec la captation, quels sont les facteurs de succès de ce cours et la captation? On ne peut pas être créatif en étant faux. On ne peut pas réaliser cet exercice de captation sans, je vais aller loin, sans une certaine forme de générosité. Donc c'est vrai que mes étudiants étaient évalués sur la captation elle-même, mais rapidement, on se prend encore une fois au jeu de quelque chose qui est fondamentalement intéressant. Dans les projets que l'on a vus, le type de contribution est très différent. Il y a des contributions qui sont clairement économiques, c'est des solutions d'affaires. D'autres sont des innovations qui sont des innovations sociales. Certains touchent le domaine culturel. Et je pense qu'on est dans des sociétés qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de pouvoir espérer. Et pour pouvoir espérer, on a besoin d'une certaine capacité encore à rêver. Et moi, dans les jeunes porteurs de projets que j'ai vus autour de moi, qui viennent de grandes organisations, de moins grandes organisations, alors c'était des gens assez jeunes, qui ne vivaient pas toujours dans des conditions qui étaient des conditions très faciles.
Leur caractéristique, c'était leur capacité à rêver encore, à inventer quelque chose. Et au fond, comme entrepreneurs, c'était des gens formidables. Vous savez, quand on demande à un médecin ce qu'il fait dans la vie, il vous répond je soigne des gens ou je sauve des vies. Si vous demandez à un instituteur ce qu'il fait dans la vie, il enseigne ce qu'il y a de plus précieux pour nous, nos enfants. Si vous demandez à un cuisinier ce qu'il fait dans la vie, il va vous répondre qu'il donne à manger aux gens, qu'il leur donne du plaisir. Si vous demandez à un homme ou une femme d'affaires ce qu'il fait dans la vie, il va vous répondre je fais de l'argent. Et on voudrait que les gens nous aiment, on voudrait qu'ils nous respectent. Il est certain aujourd'hui que notre position comme gestionnaire, notre position comme administrateur, nous place nécessairement au cœur de l'évolution de notre société sur tous les enjeux, encore une fois, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, culturels ou même environnementaux, bien entendu. Un terme qui a été peu prononcé, c'est très bien, sans doute qu'il n'ait pas été beaucoup prononcé, mais qui est très, très présent dans les discours, c'est une certaine qualité d'éthique dans les projets qui ont été portés. Cette volonté de contribution qui finalement peut déboucher sur des modèles d'affaires qui sont tout à fait porteurs, mais ils sont d'autant plus porteurs qu'ils conservent en leur cœur un sens qui est un sens bien réel, une contribution qui est une contribution bien réelle.